Cerno, une anti-enquête. Épisode 83. La nuit tombe. Il commence à faire sérieusement froid. La JC-sur-Ouche. Donc on sait où elle a terminé sa vie, Estelle Donjou. Et maintenant, on voit un peu dans quel décor elle a commencé. Donc je sens que j'ai pas fini mon enquête ici. Je vais passer la nuit à Dijon. Nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau. On a ce devoir de mémoire. On découvre le corps d'une dame de 91 ans. C'était une petite vieille classique. J'aime beaucoup la Bretagne. J'en sais pas plus. Billet Estelle, veuve Donjou. Quand on ouvre la porte, on voit le corps allongé sur le dos. Disons que j'essaye de m'occuper comme je peux. Déflexion brutale du cou. Comme quoi le destin, des fois il faut pas le chercher, il vient tout seul. C'est incroyable. Ah, c'est super. Faut bien y passer un jour ou l'autre. Je raconte ma vie comme d'habitude. J'entends des corbeaux. Si on écoute les gens, on comprend quand même. Non ouais. Cerno, Ne désespérons pas de l'humain. 3, 2, 1. On est tôt le matin. J'ai passé la nuit à Dijon. Et je reviens à JC-sur-Ouche, le village où est née Estelle Donjou en 1896. Il y a 125 ans donc. Et donc hier j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Pas beaucoup, mais vraiment des gens natifs du village qui se souvenaient pas du tout de la famille Billet. Il y a 101 ans qu'Estelle Donjou s'est mariée ici, dans l'église qui est sous mes yeux. Et 100 ans après, dans un petit village, plus personne ne se souvient d'elle. Alors je vous ai dit qu'il était tôt, mais en fait il n'est pas si tôt, il est 10h. Je me suis fait griller par les cloches. Je vais aller voir Marie-Jo, que j'ai aperçue hier, mais qui partait à Dijon et qui m'a demandé de repasser ce matin. Enfin, elle m'a pas demandé de repasser d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle serait là ce matin et je lui ai dit que je repasserai, mais elle n'avait pas l'air si commode. Le facteur, dans sa kangou jaune. Je suis devant le pont où se trouve la maison de Marie-Jo, au volet rouge. Il y a une sonnette. Bonjour Marie-Jo. Bonjour monsieur. Je vous dérange pas ? Vous en avez pour combien de temps? Bon, pas forcément longtemps. Entrez. Je vous dérange. Mais je m'interroge sur votre démarche, voilà. D'accord, je vais vous expliquer. Et ben voilà. Il y a un petit feu, c'est agréable chez vous. Vous m'avez l'air très occupée, très active. Ben oui, j'essaie de me maintenir en forme. Ouais. C'est important ça ? Vous le pensez pas? Pourquoi vous enregistrez? Parce qu'en fait je fais un documentaire et j'enregistre tout. C'est l'habitude que j'ai Vous de... faites un documentaire sur qui, sur quoi? Je travaille sur une vieille affaire criminelle qui a eu lieu à Paris en 1985. Et une des victimes était originaire d'ici, de JC-sur-Ouche. Et elle s'appelait Estelle Billet. Et la mère d'Estelle Billet s'appelait Madame Nuguet, Lucie Nuguet. Nuguet? Oui. Ah ben la famille Nuguet, oui, c'est un nom dont j'ai entendu parler, oui. D'accord. Et vous savez à peu près où ils habitaient Non. 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 D'accord. Je peux me rapprocher de vous parce que le micro est pas très puissant. Je peux me mettre là ? Je me mets là, devant vous. Elle est née, Estelle Billet, en 1896, ici. Elle s'est mariée en 1920. Et vous, pourquoi on me dit que vous connaissez bien l'histoire ? Vous êtes historienne ? Non, pas du tout, mais je m'y intéresse. J'ai des bouquins sur JC, la vallée de l'Ouche, voilà, parce que c'est mes racines, parce que j'aime bien savoir d'où je viens, où je suis, voilà. Vous êtes née ici, vous ? Non, je suis née dans l'arrière-côte. Et vous êtes revenu vivre ici Je suis revenu vivre ici
Parce que la maison, au décès des parents, était vide et que je travaillais à Dijon. Et 2 ans et demi avant ma retraite, je suis venue vivre ici. D'accord. Voilà. Et c'est une bonne vie ici ? Excellente. Pourquoi vous dites ça ? Parce que... Mais pourquoi ? On dévie, là. Non, en fait, je m'intéresse au village, en fait, parce que je voudrais savoir comment on vit ici, comment on vivait aussi à 100 ans. Il y a 100 ans, je ne peux pas vous en parler. Comment on vit ici, c'est un village très paisible, accueillant, où les gens sont tolérants. Voilà, dans l'histoire, c'est le premier village qui a obtenu son affranchissement de la seigneurie de Marigny. Donc voilà, je crois que c'est pas... Ça parle du caractère des gens ? Je pense, un petit peu. Ouais. Mais il y a une grande tolérance, il y a une certaine mixité sociale, c'est très ouvert, même les nouveaux arrivants disent qu'ils s'y sentent bien. Vous êtes heureuse ici ? Oui. Ouais. On sent que vous avez du caractère, parce que vous parlez du caractère des gens, mais on sent que vous avez du caractère. Peut-être. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais assistante sociale. Alors, vous me dites que vous avez lu des livres sur le village, donc il y a 100 ans, c'était un village agricole, j'imagine. Oui. Le niveau de vie, c'était une vie paysanne où les gens vivaient des produits de la terre, du travail de la terre, peut-être quelques commerçants, quelques artisans, voilà, un peu comme tous les villages ruraux de l'époque. Le père de cette femme, Estelle Billet, donc la victime, sur le recensement, il y a écrit qu'il était journalier agricole. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait des grosses exploitations. Grosses, non. Non, pas grosses, mais qui employaient quand même des gens. Le travail se faisait à la main, donc il fallait de la main-d'œuvre. Donc journalier agricole, ça veut dire, à mon avis, qu'il travaillait certains jours chez X ou Y pour quelques sous, 2-3 jours chez Z pour quelques sous. C'est un travail à la journée. Journalier, ça veut dire ça. Donc c'était des petits paysans. Ben oui. Qui étaient sans doute assez pauvres. Oui, il y avait peut-être quelques propriétaires, mais c'est tout. Quelques propriétaires, quelques commerçants, quelques artisans pour vivre une vie à peu près, ou survivre à l'époque, si on prend les critères de maintenant. Ouais. Et ce documentaire, il va aller où Je fais ce qu'on appelle du podcast, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pas bien, vous savez, moi, la fracture numérique et le matin aussi. Voilà, alors je travaille sur une affaire criminelle en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Thierry Paulin. Elle est récente. Non, elle est des années 80. C'est ce ce tueur en série... comme ça, j'en ai entendu parler. Ouais, ça vous intéresse pas ? Mais si, figurez-vous que je regarde souvent les... Faites entrer l'accusé. Alors donc il y a une victime de Thierry Paulin qui s'appelait donc Estelle Donjou, née Billet, qui était originaire de Gissé-sur-Rouche. Et moi je m'intéresse aux victimes. Donc vous connaissez cette histoire ? Thierry Paulin, ça me dit quelque chose, mais pas, sans plus. Moi, j'ignorais complètement que une des victimes supposées, j'imagine, ou non, avérée, oui. Était originaire de JC, de la famille Billet. Moi, j'en ai jamais entendu. Peut-être comme ça un nom, mais pas en lien avec cette affaire. C'est-à-dire que 100 ans après, dans un village, une famille peut être complètement oubliée. Même avant. Même avant. Enfin, je pense. J'imagine qu'elle était partie depuis très très longtemps de JC. Est-ce qu'elle est partie, elle ? Est-ce que ses parents étaient partis avant ? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont allées travailler à Paris, comme bonne, concierge, voilà, il y avait eu une émigration vers la capitale pour faire les petits boulots chez les bourgeois. C'est ça ? C'est une hypothèse, moi je ne sais pas si c'est son cas, ça j'ignore complètement. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont partis travailler à Paris. Parce que Paris, effectivement, c'était un endroit où on pouvait trouver du travail, parce qu'ici on en manquait ?
Mais ça, c'est partout pareil. Partout, c'est l'exode rural, les conditions de vie très difficiles, la subsistance limite, puis le manque de travail, et puis voilà. D'accord, parce que je sais que Estelle Billet s'est mariée ici en 1920. C'est ce que je vois dans l'état civil. Oui. Et elle a eu un enfant l'année d'après, je ne sais plus où, mais c'est loin d'ici. Donc elle a dû partir tout de suite après son mariage, pour ne jamais revenir, j'imagine. Si c'était des gens qui étaient assez pauvres, probablement qu'ils voulaient quitter le village. Ils subsistaient très difficilement. Et ils sont partis parce que c'est une nécessité vitale de partir et d'aller travailler ailleurs. Oui. Donc fille de journalier, elle n'avait pas le choix que de partir, finalement. Ah ben on peut le penser, oui. Et vous pensez qu'une fille de journalier, dans ce début du XXe siècle, ici à Gissé-sur-Ouche, même si le niveau de vie ne devait pas être formidable, vous pensez qu'elle a pu quand même vivre une bonne enfance ici ? Alors, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Vous qui êtes assistante sociale. Oui, mais après, il faut s'entendre sur ce qu'est une bonne enfance ou une mauvaise enfance. On peut être aimé, choyé, encore que c'est difficile, même si les conditions matérielles sont difficiles. Mais vous pensez qu'elle a pu accéder à l'école ? Probablement que oui, c'était obligatoire. C'est probable, oui, sans doute. Oui. Donc elle a dû aller à l'école, mais elle s'est mariée à 24 ans. Ça veut dire qu'elle a dû, à votre avis, travailler assez tôt, assez jeune, elle aussi peut-être comme journalière agricole ? Oui, ou journalière agricole, ou aller faire la lessive au lavoir pour les personnes qui pouvaient se payer ça, s'occuper des enfants, faire des travaux ménagers, mais sans doute aussi beaucoup dans les champs. Mais aller faire les lessives pour les autres au lavoir, ce serait peut-être probable. D'accord. Ah, c'est précieux ce que vous me dites. Parce que je ne pouvais pas imaginer. Pour connaître ou avoir une idée un peu plus précise des conditions de vie à la campagne à l'époque, je pourrais vous suggérer de lire un bouquin sur l'histoire de Zola et de la mère de ses enfants. Donc la mère des enfants de Zola était originaire d'un village vers Pouilly-en-Ossois, donc tout près. Donc elle est partie avec sa sœur parce que la vie était épouvantable. Donc là, il y a une belle description des conditions de vie à la campagne à l'époque. Donc ça fait quoi aussi à peu près la même période, fin du 19e. Donc elle est partie avec une sœur qui a été embauchée dans une boulangerie, mais j'en suis pas sûre. Et elle a atterri dans la famille Zola, pour être bonne. Et une idylle est arrivée entre Zola et elle. Le couple Zola n'avait pas d'enfants. Et les deux enfants de Zola sont les enfants de Jeanne Rosereau, qui est d'ailleurs enterrée dans son village natal. Donc vous dites qu'elle a fui, cette Jeanne, des conditions de vie épouvantables. Qu'on peut considérer comme épouvantables. Et là, il y a une partie, la première partie du bouquin relate les conditions de vie de cette Jeanne Rosereau dans sa campagne à Rouvres-sous-Meilly. Pas loin d'ici. Non, Pouilly-en-Ossois, c'est à 20 minutes. Donc le village, c'est à pas une demi-heure d'ici, en gros. Et ça, c'est puisque vous me posiez des questions sur la vie de l'époque. D'Estelle Donjou. Voilà, et ça me fait penser à ça. Oui, voilà, peut-être qu'elle avait des conditions de vie qui étaient difficiles ici, probablement. Probablement. Être journalier, ça voulait peut-être dire avoir 2-3 poules, 2-3 lapins, et puis aller travailler à la journée et être rémunéré soit en nature, soit avec 4 fois rien, quoi. D'accord. Bon, je vous remercie, c'est très précieux ce que vous me dites. Le roman de Jeanne. Je vais le commander. Merci beaucoup. Vous m'avez l'air très cultivé. Non. Non, je m'intéresse à plein de choses, oui. Comment ça se fait que vous ayez ce caractère ? J'en sais rien, c'est ce qui m'a été transmis par mes parents, sans doute. Je suis fille de paysan, donc la vie rurale, je connais. Ça veut dire que c'est
C'était une bonne école pour vous, la vie rurale ? Ah ben ça c'est sûr. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des valeurs très fortes qui sont nécessaires pour y vivre. Et puis il y a toute la connaissance qu'on peut avoir à travers dans la nature. Voilà, la proximité avec la nature, avec un environnement qui est encore à peu près préservé. Voilà, et puis des valeurs de travail. Puis ça apprend aussi à ce qu'est la justice ou l'injustice sociale. Quand on est fille de paysans sans terre et que le propriétaire a une belle maison en face de chez vous, même quand vous êtes gamine, ça dit des choses. C'est ça qui vous a destiné à votre métier d'assistante sociale ? Alors ça, j'en sais rien, c'est compliqué, peut-être. Vous avez été sensibilisée ? Ben oui, par les conditions de vie qui n'étaient pas dramatiques, mais qui étaient dures. Vous n'avez pas grandi dans ce village ? Je n'ai pas grandi ici. Mais vous étiez confronté à cette situation où vous aviez des parents qui étaient des petits journaliers ? Pas journaliers, ils étaient fermiers. Ils louaient des champs, des bâtiments, et ils payaient un fermage aux propriétaires. Donc c'est presque féodal comme situation. Pas féodal, parce que... non, je dirais pas ça. Les taxes des seigneurs, c'était 80%, ce qui était dû aux seigneurs, c'était énorme. Alors qu'un fermage, c'était à peu près réglementé à l'époque. Bon, ça permettait de vivre... dans des conditions dures, mais de vivre et puis d'avoir des projets. Et d'enrichir le propriétaire ? Oui. Oui. Mais pas dans une structure féodale. Bon, je veux dire, c'est aussi moi, je mettrais ça en parallèle avec le salaire. Hein. On vend sa force de travail. C'était ça aussi à travers la location des terres. Merci. Je vous en prie. Vous avez le sourire maintenant. Mais quand je comprends pourquoi, comment, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je comprenne. Oui, c'est sûr que voir débarquer quelqu'un avec un micro, c'est louche. C'est louche. Je sors de chez Marie-Jo. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais aller voir Colette. Bonjour Colette, comment allez-vous ? Merci. Il fait froid ce matin ? Oui. Oh, tout le temps ? Tout le temps le micro, ouais. Je m'en sépare jamais. Bon. Ça va ? Oui. Ouais. On est en train de faire un peu de ménage. Vous voulez vous asseoir ? Oui. Ça veut dire... Est-ce que vous avez déjeuné ? Oui, merci. Ça vous dérange si on coupe la radio ? Non. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Oh, j'étais en train de nettoyer mes vitres. C'est une chose que j'aime pas du tout. Ah. Moi, j'aime pas tellement faire le ménage. Ce que j'aime, c'est briller un meuble à la rigueur. Mais non, j'aime pas ça autrement. C'est vos origines aristocrates ? Oui, certainement. Sur votre table, il y a un livre de Marcel Pagnol, Au temps des amours. Je les lis et je les relis, j'aime beaucoup. Alors... Parce que ça parle d'enfance. Certainement que ça influence, parce qu'on retrouve tout ce que j'ai vécu. Je suis allé voir Marie-Jo ce matin. Oui. Je reviens de chez elle. Vous étiez dans une famille de gens plutôt aisés. Oh, qu'il l'avait été, je dirais plutôt. Je ne sais pas. Ils avaient des choses de gens riches et puis des côtés où c'était plutôt pauvre. Oui. Alors c'est un mélange. Des choses de gens riches, c'était quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y avait des meubles, certains bijoux, quelques tableaux, quelques... Je ne sais pas, qu'on ne voyait pas dans une maison de paysans. Bien que ce ne soit pas péjoratif, ce que je dis. Et puis d'un autre côté, l'argent de tout venant,
enfin tout, non. Du quotidien? Manquait souvent, mais ne vous empêchez pas de manger, de vivre, mais pas à un très haut niveau. Ça, vous étiez des propriétaires terriens plutôt? Ah, mon père avait quand même beaucoup de maisons. Donc ça veut dire que c'était des gens qui probablement employaient des journaliers agricoles? Ah oui, quand il y avait la moisson, la fauchaison, enfin, une bonne partie des gens du village venaient travailler chez vous. Et en échange, vous leur donniez, les uns c'était de la farine, les autres c'était du blé, les autres c'était du fumier. Vous voyez, enfin ce qu'il leur fallait aussi, c'était des échanges, souvent. Donc, il est possible que votre famille ait employé les billets? Ah tout à fait, ah oui, oui, oui. Je ne me rappelle pas. C'est pareil, les femmes. Vous aviez des femmes qui allaient coudre dans les maisons, qui étaient employées pour la couture, pour le linge aussi, laver le linge. Ça dépendait si vous pouviez les employer, mais autrement, c'était courant. Alors, il est possible qu'Estelle Billet ait travaillé ici comme lingère dans cette maison? N'importe à quoi, au ménage, à la lingère, qu'est-ce qu'elle pouvait faire presque toutes les maisons prenaient une femme pour faire le gros travail, si on peut dire. C'est-à-dire laver, faire du ménage à la maison, mais vraiment ce qui était très difficile. Oui, les femmes. Et il y avait beaucoup de travaux du fait... vous n'aviez pas l'eau. Ça vous entraînait du travail, puisqu'il fallait aller chercher l'eau. Le linge n'était pas aussi facile à laver. Oui. C'était du linge quand même qui était lourd, gros. On lavait au lavoir. Oh, c'était sympathique. Ouais, ça devait être une vie difficile. Très différente, mais non, il y avait des bons côtés puis des mauvais, parce qu'il y a eu quand même pas mal de suicides. Ça se savait facilement ici. Qui s'est suicidé? C'était la femme qui battait l'homme. Ah bon? Oui, on en rit, mais c'était très triste. Par exemple, c'est un homme battu? C'est suicidé. Il y avait des trucs. Il y en a, on n'a jamais su. Un homme s'est pendu. Il avait des divergences avec sa femme, entre autres. Une femme s'est pendue. Oui. Donc, tout n'était pas rose, en fait. Jamais, de toute façon, aucune... Moi, j'avais une vie d'enfant protégée. Donc, c'était rose pour moi, à peu près. Alors que les gens qui avaient à se battre contre la vie, non, parce que les employés n'étaient pratiquement pas payés. Ils vivaient chez les patrons, ils mangeaient des fois avec ou pas toujours, et donc c'était certainement pas une vie agréable. Ils ne pouvaient pas se marier parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'entretenir une famille. Puis d'un autre côté, tout le monde pouvait trouver un travail, même s'il n'avait pas fait des études, même s'il n'était pas super intelligent. Tout le monde trouvait quelque chose. Vous avez eu une bonne vie? Oui, peut-être pas aussi pétillante qu'on pourrait l'espérer, mais oui. Pourquoi pas pétillante? J'étais trop réservée. Puis jeune fille, eh bien, il y avait tellement à respecter de règles. On ne pouvait pas aller danser comme on voulait, on ne pouvait pas... Ça ne se faisait pas. Je vais vous raconter une histoire. Un de mes amis était... Pas mon petit ami, pas tout ça, rien. C'était un ami. A eu un accident, il était presque dans le coma. Et on m'a proposé de m'emmener pour aller le voir. Ma mère m'a répondu qu'on n'allait pas voir un garçon dans sa chambre. Il était à l'hôpital. Vous voyez comme j'ai été élevée. Ça veut dire que vous n'avez pas été complètement libre? Ah non. Ah non, pas du tout. Une jeune fille n'était pas libre.
Non, il n'était pas question de découcher ou... Ça, c'était totalement interdit. Et je ne l'aurais pas fait parce que c'était un respect pour moi, pour eux. Non, puis pour toutes, c'était comme ça. Hein. C'était assez... Oui, parce que quand je vois ma petite fille ou tout ça, maman, je vais avec les copains, ça, n'en était pas question, moi. Tandis qu'elle, elle y va, elle va. Bon, c'est bien, je trouve ça bien. C'est comme quand je dénigre les téléphones, je trouve ça merveilleux. Mais je ne veux pas être tenue. Moi, il m'a fallu que je me libère une fois mariée, si on peut dire. Par exemple, maman m'avait appris comment on servait le thé, comment on recevait, comment on mettait les gens, on plaçait les gens, la nappe blanche, la serviette blanche et tout ça. Il a fallu que je sois mariée, que je voie d'autres personnes vivre différemment pour vraiment dire « Ah ben oui, c'est pas obligé que j'ai une nappe blanche, je peux en avoir une amusante. » Vous voyez ? À la base, je n'avais pas de métier. Mon père avait pour principe qu'une jolie fille n'avait pas besoin de travailler. Ça voulait dire qu'elle se mariait, que c'était au mari de pourvoir à ses besoins. Bon, ça se fait pas comme ça la vie toujours. Mais si vous étiez une jeune fille aujourd'hui, quelle vie vous voudriez avoir si vous étiez une jeune fille d'aujourd'hui ? Est-ce que vous travailleriez ? Oui. Ah voilà. Qu'est-ce que vous feriez comme travail ? Oh, tiens, travailler le bois. Ébéniste, menuisière ? Non. Menuisière ? Ah oui. Oui, je sais pas, faire les colboules, par exemple, des choses comme ça. Ça m'a passionnée. Ah oui. Oui, j'aimerais bien. Le bois est chaud, vous pouvez en faire quelque chose de magnifique. Oui. Bon, merci beaucoup, Colette. C'était précieux de vous rencontrer. Merci. Vous vous prénommez comment ? Julien. Merci beaucoup, bonne journée alors. Et à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il y a encore un peu de brume. Je vais chez le maire. Marie-Jo m'a dit qu'il habitait dans une maison avec des volets rouges, à la sortie du village. Il y a une grande baie vitrée. Il y a une femme qui fait la poussière dans la maison. Je passe la grille. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous êtes monsieur le maire ? Oui. Oui, je m'appelle Julien Cernobori, je fais un petit documentaire qui m'a conduit ici à JC. Je vous dérange pas ? Non. Je fais une recherche sur une dame qui a vécu ici entre 1896 et 1920 et d'une famille qui s'appelait la famille Billet. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'était il y a longtemps, mais vous n'étiez pas né, c'est sûr. Mais... Non, mais j'ai jamais vu ce nom-là, Billet. Il faudrait que je regarde dans les archives à la mairie, là. Parce que si c'est quelqu'un qui a habité, qui est né, qui est mort ici, il y a forcément un enregistrement à la mairie. Il y a bien eu, il s'est passé quelque chose, un mariage, je sais pas quoi, une naissance, enfin, ouais. Donc on doit retrouver ça à la commune entre 1880 et 1920, vous dites. Oui. C'est un plus ancien habitant de JC. Alors j'ai vu Colette. Colette, oui. J'ai vu Marie-Jo. Si Colette, c'est pas... parce que elle a toujours habité JC, donc c'est un peu la mémoire de JC, Colette. Ouais. Mais moi, la mémoire, je l'ai pas, mais j'ai les archives. Vous êtes né ici ? Je suis né ici, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce village ? Comment vous le décririez ? Moi, je suis un peu chauvin, comme j'y habite, j'y suis né. Non, moi, c'est un village que j'adore. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis présenté comme maire. Enfin, j'ai été conseiller, après j'ai été maire, voilà. Il y a des tas de choses à voir, à faire dans ce village. Vous allez le long du canal, vous avez qu'à voir toutes les photos qui sont faites là autour. Quand vous êtes sur les ponts, voilà, les vues qu'il y a, c'est superbe. Vous l'adorez ? Oui, ben oui.
C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Jean-Yves. Jean-Yves. Vous avez des... Je vous décris parce que les gens n'ont pas l'image. Vous avez des petites lunettes rondes rouges, une casquette, vous avez une polaire avec écrit porte-avions Charles de Gaulle. Oui. Et vous êtes en train de bricoler. Ramasser les feuilles. Et mais votre interview, là, c'est pourquoi? C'est pour quelle... Je fais du podcast. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le podcast. Vous voyez? Ouais, je fais du podcast. J'ai une série documentaire sur une affaire criminelle en fait, qui a eu lieu à Paris dans les années 80. Et dont l'une des victimes est cette fameuse Estelle Billet dont je vous parlais. Et j'ai vu qu'elle était née ici. Et je suis venu pour voir à quoi ressemblait le village et essayer de retracer un peu sa vie. C'est l'affaire Thierry Paulin, vous voyez, vous connaissez cette affaire? Non, Paulin, ça me dit peut-être un peu quelque chose. Non, mais j'avoue que... Avec 21 meurtres avoués, Paulin ce soir prend place parmi les plus grands criminels de droit commun de ce siècle en France. Il dépasse de loin Landru et n'est plus très loin du record du docteur Petiot, guillotiné en 1946 pour avoir tué 24 personnes pendant l'occupation. Ben, moi, ce que je peux vous proposer, c'est si vous voulez passer en mairie cet après-midi. En début d'après-midi? Ouais, moi j'y serai à 14h, donc... Je passe à 14h. Ouais. Je sors de chez le maire. Il fait vraiment froid. Il y a une odeur de feu de bois. Et j'ai récupéré ma voiture pour aller au village d'à côté, Rémilly-en-Montagne. Parce qu'hier soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé dans les pages blanches pour voir si je trouvais des billets dans la région. Et j'ai trouvé une Marie-Renée Billet à Rémilly-en-Montagne. C'est à 2-3 km d'ici. Et je me dis que c'est peut-être une parente d'Estelle Donjou, donc je vais aller voir. 27 Grande Rue Remilly-en-Montagne a été sélectionné. Le guidage a été démarré. Donc je suis à Rémilly-en-Montagne. C'est un village qui est plus isolé que Gissé-sur-Ouche. Je me suis garé, je suis dans la Grand Rue. C'est très calme et assez enchanteur comme décor, j'avoue. Il y a du soleil, il fait froid, des petits oiseaux qui volettent. J'adore. J'arrive devant le 27. C'est une très jolie maison, rose pâle avec des velets bleus. Il y a une cloche. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Vous n'enregistrez pas, s'il vous plaît. J'éteins. D'accord, j'éteins mon magnétophone. Je rebranche mon micro. Donc, la dame m'a dit qu'elle n'avait pas de famille à Gissé-sur-Ouche, que sa famille à elle, donc qui s'appelle Billet, la famille de son mari, vient d'un autre village. Elle a appelé son mari, Serge, qui m'a regardé très méchamment, qui m'a dit que c'était pas lui et qui a refermé la porte. Donc, fausse route. Je repars à Gissé-sur-Ouche. Une nouvelle fois, je sors de ma voiture. C'est le début de l'après-midi. Je me dirige vers la mairie, où je dois retrouver le maire. J'ai pas bu de café. Et je dois dire que c'est un problème, parce qu'il n'y a pas de café dans le village. Et je sais pas trop comment je vais faire. Bon, j'espère pouvoir trouver à la mairie des informations sur Estelle Donjou. J'espère qu'il reste des documents. C'est un peu ma dernière chance dans ce village. Il est 14h. Je contourne la mairie, qui était autrefois l'école d'Estelle Donjou, j'imagine. Rebonjour. Merci. Ça va ?
Vous avez trouvé? Oui, on a trouvé l'avis de mariage. En plus, elle est née ici aussi, Billet. Estelle Billet. Voilà, mariage entre Donjou Claudius et Billet Estelle Juliette. Vous voulez un café? Ah, volontiers. Le 13 novembre 1920, 10h du matin, devant vous ont comparu publiquement en la maison commune Claudius Donjou, garçon d'hôtel, domicilié à Dijon, rue de la Gare, au numéro 14, né à Lyon, 30 ans, fils majeur de Marie-Joséphine Donjou, profession et domicile non connu, d'une part, et Estelle Juliette Billet, sans profession, née à Gissé-sur-Ouche, le 29 novembre 1896, 23 ans, fille majeure de Louis Billet, ouvrier meunier, voilà, et de Lucie-Angèle Nuguet, son épouse, sans profession, domiciliée à Gissé-sur-Ouche, présent et consentant, d'autre part, aucune opposition n'existant. Claudius Donjou et Estelle Juliette Billet ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Merci beaucoup. Vous avez du sucre? Non, merci. J'apprends que son père était ouvrier meunier. Oui, c'est possible que ça soit ici, parce qu'il y avait un moulin ici. Qui était où? Qui était à la sortie du village. Là. Près de chez vous? Oui, un peu plus loin. Là, c'est la dernière maison à gauche. On voit encore, il y a la grande cheminée qui a été un peu coupée, mais voilà. D'accord. Il y a un moyen de savoir où ils habitaient, vous pensez? Les Billets? Il n'y a rien de marqué là-dessus, alors je vois pas trop. À moins qu'on ait quelque chose sur sa naissance. Attendez voir, on va regarder. 1896. Ah, est-ce qu'elle a ça? Je bois un café. Alors je lis l'acte de naissance d'Estelle Donjou. Donc c'était bien Estelle avec un H, E-S-T-H, E-2-L-E. En 1896, le 29 novembre à 11h du matin, par devant nous, a comparu Billet Ernest Louis, âgé de 33 ans, manouvrier demeurant dans la présente commune, lequel nous a déclaré que de son mariage contracté au dit JC le 23 avril 1887 avec Nuguet Lucie-Angèle, âgée de 29 ans, sans profession, domiciliée avec son mari, est née aujourd'hui, 29 novembre à 5h du matin, en son domicile, un enfant du sexe féminin qu'il nous présente et auquel il déclare donner les prénoms d'Estelle Juliette. Torture, coup de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Bon, je pense que c'est tout ce que je pourrais trouver. Je me dis, cette famille Billet, ce sont des gens qui ont complètement disparu des mémoires. Ouais. Ah oui, mais ces mémoires, vous voyez, le mariage, il était 1920, donc... Ça fait longtemps. Il n'y a plus personne qui a... il n'y a plus personne en vie de cette époque-là. Je ne vois pas comme ça qui pourrait vous renseigner. Non. Et cette salle où on est, monsieur le maire, c'était une salle d'école. Ouais. Et vous pensez qu'il y a 100 ans, cette Estelle Billet, qui est née en 1896, elle a pu être scolarisée? Si elle est née en 1896, oui, elle a dû... En 1905, elle a dû être scolarisée. Donc, si elle a été scolarisée, c'était ici. Dans cette pièce où on est? Moi aussi, j'ai été scolarisé ici. Dans cette salle? Ouais. Vous étiez un bon élève? Ouais, j'étais pas mauvais. Oui. L'objet de votre enquête, ça concerne une affaire criminelle? Une affaire criminelle, l'affaire Thierry Paulin. Ouais. Mais c'est une affaire qui date de quand? Des années 80. Et puis le Thierry Paulin, c'est l'assassin? Oui. Et Estelle Billet, Estelle Donjou, née Billet, c'était une victime. Ah d'accord. Et l'assassin, il est en prison ou... Il est mort. Il est mort? D'accord. Il a tué entre 30 et 40 femmes.
Ah oui, et puis alors, pourquoi vous vous intéressez à ça? Je sors de la mairie. Voilà, donc j'ai trouvé 2 petits registres. Ils ont dû vraiment me prendre pour un fou. Je les sentais assez perplexes par rapport à ma démarche. Ça me fait un peu rire. Ça doit vous prendre du temps, tout ça. Je vais aller voir le moulin. Je passe devant chez Colette. Un monsieur qui promène un chien noir avec sa fille. Bonjour. Madame, vous savez où était l'ancien moulin? Plus loin? Oh non, juste là, on le voit d'ici, là. D'accord. Donc je pense que c'était ça. Cette immense bâtisse à la sortie du village. Ça devait être ça le moulin. Il y a un écriteau sur le mur. Rue du Moulin Tibel. C'est une énorme bâtisse abandonnée. Ah oui, il y a une grande cheminée. Donc c'est ici que travaillait Ernest Billet, le père de la victime. À la fin du 19e siècle. Au-delà du moulin, il y a un pré avec des vaches. Peut-être que les employés logeaient dans le moulin ou dans la petite ruine qui est en face. Je quitte JC avec quelques informations, des visages, des voix dans ma mémoire. Un décor, celui de la jeunesse d'Estelle Donjou, et beaucoup d'hypothèses. Peut-être que je reviendrai, mais je pense que si je voulais obtenir des informations plus précises, il faudrait que je passe beaucoup de temps ici, peut-être plusieurs semaines, et encore je suis pas sûr de trouver mieux. Plus on approfondit, et plus le mystère s'épaissit. Je crois que je suis en train de m'enrhumer. En tout cas, si je résume, c'est probablement la misère qui a incité Estelle Donjou à quitter JC pour aller à Paris. Sans ces conditions de vie difficiles, elle serait peut-être restée ici ou dans la région et elle se serait jamais trouvée sur la trajectoire du tueur, Thierry Paulin, qui l'a tuée, je vous le rappelle, pour un peu de pain et une tranche de jambon. Rentrer à la maison. La prochaine étape pour nous, c'est le retour au 14 rue Lacaze, où le meurtre a été commis. Démarrez le guidage vers l'adresse du domicile. J'ai 3 heures de route. À suivre. Merci à tous les contributeurs au Patreon. C'est grâce à eux que ce podcast existe. Rendez-vous dans un mois, le 30 janvier, pour le prochain épisode, le temps pour moi de recharger les batteries. D'ici là, l'anti-enquête continue sur patreon.com/Cerno. Chaque dimanche, les contributeurs pourront écouter un épisode bonus afin d'approfondir leur connaissance de l'affaire et de faire un tour dans les coulisses du podcast. Une vingtaine de compléments d'anti-enquête sont déjà disponibles. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ah, tout à fait. Ah oui, oui. Cerno.